effectivement, je terminerai d'ailleurs cette introduction avec la question que Xavier vient de soulever, la question de l'usage, parce que je pense qu'elle est, elle est au cœur d'une des finalités, une des choses que pointe l'organologie générale de Stigler, qui est non pas l'usage, mais la pratique. Il faisait une forte distinction entre les deux, et notamment dans la production de savoir, qui va être un petit peu mon propos, puisque finalement l'organologie, à quoi elle sert dans l'esprit de Bernard Stiegler, elle sert à produire du savoir. Elle sert d'abord à produire du savoir scientifique, sur le plan strictement épistémologique, mais aussi du savoir artistique, et finalement du savoir politique, puisqu'il y a une visée éminemment politique dans toute cette pensée. Alors j'ai appelé cette présentation élément de jardinage noétique, parce que je vais faire un petit peu justement, le jardinage est une analogie intéressante que Bernard faisait de temps en temps. Il utilisait aussi le concept de sculpture, notamment la sculpture sociale chez Joseph Beuys. Mais jardinage a trois avantages. C'est que le jardinage est en prise avec un élément qui a son historicité, qui a sa temporalité, c'est le vivant. C'est une manière aussi de répondre un petit peu à Éric Bouéda. C'est une vaste question, où se trouve la temporalité dans l'épiphylogénèse. Et donc, dans le jardinage, il y a bien cette idée de travailler avec une matière qui a sa propre histoire. Et il y a aussi cette idée que le jardinage est très construit sur l'organologie au sens technique, c'est-à-dire il faut des outils pour jardiner. Mais il y a une troisième dimension qui me semble très importante dans l'organologie générale chez Stigler, c'est qu'on ne peut pas jardiner si on ne prend pas soin de son jardin. Et le prendre soin, et c'est là que la dimension politique intervient, est très importante. Et je vais essayer de montrer comment est-ce qu'on peut prendre soin du numérique, si vous voulez, quelque part, puisque je vais aussi principalement essayer de m'appuyer sur des exemples numériques. Alors, le premier exemple numérique, Vincenzo l'a annoncé avant que je le montre, mais c'était une très bonne suggestion. C'est effectivement le chat Zoom que nous sommes en train d'utiliser. Et je peux vous raconter une petite anecdote, c'est que pas plus tard qu'au mois de mai l'année dernière, dans des discussions assez animées avec Bernard sur la question de l'organologie de ces outils et de leur toxicité, puisque quand on dit chez Bernard prendre soin, c'est aussi parce que tous ces organes sont bien sûr des pharmacones et ont une toxicité de plus en plus d'ailleurs sensible en cette période de confinement. Notamment le fait que nous sommes tous condamnés à utiliser ces systèmes pour nous parler, pour communiquer. Et qu'ils ont leur organologie, c'est-à-dire que c'est des outils dont nous ignorons d'ailleurs la plupart des fonctionnalités. Je vous en montre quelques-unes, mais vous êtes probablement peut-être jamais allé vous plonger dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que l'organologie générale de Bernard, c'est bien sûr une pensée, c'est une philosophie, c'est une manière de penser le monde, de penser aussi tous ces objets que nous avons devant nous, mais c'est aussi parfois une manière de désigner ces objets eux-mêmes. Alors, un peu à la manière de ce que Simondon reprochait au terme technologique d'ailleurs, c'est-à-dire que souvent on dit une technologie. On dit fréquemment, en tout cas, à la suite de Bernard Stiegler, une organologie pour désigner par exemple cet assemblage de fonctions Zoom que vous avez sous les yeux. Je ne fais pas de critique sur l'utilisation de ces termes et leur légitimité ou pas, il faut savoir que ça existe. Mais il y a une acception qui pour moi est la plus productive et la plus intéressante pour un avenir qui était appelé de ses voeux par Bernard, c'est la pratique, c'est-à-dire l'organologie, c'est une pratique. C'est-à-dire une méthode qui vise à quoi faire ? Pas seulement analyser, mais produire. On pourrait dire d'ailleurs que c'est une méthode de design et de développement informatique. En tout cas, c'est cet aspect-là qui, bien sûr, m'intéresse le plus en tant que directeur de l'IRI, où nous faisons principalement du design et du développement d'outils numériques. Alors, quelques objets pour penser. Alors, je ne vais pas redire ce que Xavier a présenté. Il y a quelques points de complément que je voudrais apporter. C'est que la dimension d'organologie, effectivement,
il est probable que Stigler la trouve chez Canguilhem, comme l'a souligné Xavier. Dans l'organon d'Aristote, ce qui est important pour Bernard, et on a fait plusieurs séminaires avec lui sur cette question, c'est la catégorisation, hein, notamment dans le péri-herménéia, enfin dans les catégories et sur l'interprétation. C'est-à-dire que l'organon, ce sont les catégories. Alors, les catégories que Stigler, en lisant Benveniste, considère comme des catégories d'abord de la langue, hein, en linguistique. Et on va voir le lien entre l'organologie et le langage, et entre l'organologie et l'écriture, est très important, notamment à travers le principe de grammatisation, qui est le début de tous les travaux de Bernard Stiegler, avec bien sûr Sylvain Auroux à l'UTC, mais surtout tous les travaux qu'il a pu mener dans sa propre thèse à partir de Husserl et la question des rétentions, notamment des rétentions tertiaires. C'est aussi l'organologie, et c'est là que j'ai connu Bernard, en fait, un terme musical. N'oubliez pas que c'est d'abord un terme musical, en fait. L'organologie, c'est ce qui désigne les instruments, hein, les familles, notamment d'instruments, les catégories d'instruments. Encore une fois, on retrouve l'importance de ces catégories. Et je pense que lorsque Bernard est arrivé à l'IRCAM, où j'étais déjà depuis quelques années, ça a dû aussi... en tout cas, il y a eu beaucoup de travaux à l'IRCAM, de séminaires sur l'organologie musicale, notamment grâce à Nicolas Donin, musicologue, avec qui Bernard avait une grande affinité, parce que dans la musique, l'organologie, chez Bernard, c'est déterminant, hein, c'est le modèle Charlie Parker. Il faut le savoir, Bernard était un fan absolu de jazz, et pour lui, la musique, c'était justement la capacité à aller vers l'incalculable, en partant de choses tout à fait calculables, hein, tout à fait matérielles. Le phonographe ou l'électrophone que Charlie Parker manipule pour jouer, pour apprendre à jouer, et puis surtout pour ensuite développer tout son talent. Bon, je passe sur les influences simondoniennes et de Leroy-Gourhan, parce qu'elles ont été assez largement déjà élaborées, puis je voudrais présenter plutôt des exemples. Alors, les exemples, il y en a beaucoup qui ont été déjà décrits dans cet ouvrage un peu séminal qu'on a produit à l'IRI, Organologie des savoirs et technologie de la connaissance. Mais je dirais que c'est un travail continu qui est fait notamment par la revue Études digitales, et Franck Cormeret interviendra, je crois, dans les prochaines sessions de cette semaine. Et puis, bien sûr, le dernier ouvrage bifurqué, où il y a aussi beaucoup d'éléments d'organologie pratique qui sont présentés. Alors, bien sûr, de la grammatologie plutôt déridienne, en passant par la théorie des rétentions chez Husserl, toute la pharmacologie de Bernard Stiegler se confronte petit à petit dans le temps aux questions d'entropie que Xavier vient d'évoquer, jusqu'à une dimension clairement cosmologique, ou on dirait cosmotechnique, avec Yuqui, qui est ce que Bernard a appelé l'exorganologie, c'est-à-dire une dimension presque politique, une conception et une critique aussi des GAFA notamment, hein, et de ces exorganismes supérieurs qui ne sont plus les États ou les religions, mais qui deviennent les plateformes technosphériques, comme il les désigne, c'est-à-dire oui, Apple, Facebook, Google, Microsoft, s'il faut les nommer, hein, si on dit souvent GAFA. Alors, 3 types d'objets que je voudrais vous montrer pour qu'on réfléchisse sur cette question organologique, avec des tas de relations, hein, en fait des tas de transductions, on pourrait dire, pour prendre le terme simondonien, ou des différences avec Derrida, des négantropies, pour le dire plus récemment dans le langage de Bernard, qui sont alors très liées à l'écriture, hein, notamment la tension, et non pas l'opposition, mais toujours la composition, hein, c'est bien le principe de la transduction simondonienne, donc entre lecture et écriture, analyse et synthèse. Donc dans les outils numériques, c'est très important pour Stigler, qui est toujours cette double dimension. Il détestait les sites web en lecture pure, et il rappelait toujours, mais rappelez-vous que l'origine du HTML, c'est une écriture, c'est pas juste fait pour lire, et tous les sites web devraient quelque part être inscriptibles, et non pas seulement lisibles.
Dans l'analyse synthèse, il y a aussi toujours cette très importante articulation, parce que pour Bernard, beaucoup d'outils étaient seulement analytiques, mais pas suffisamment synthétiques. Or, dans son schéma kantien, il faut arriver bien sûr à la synthèse pour qu'il y ait une vraie production de savoir et pas en rester au stade de l'analyse. Bon, spatialisation, temporalisation, c'est quelque chose qui est très évident, qui a beaucoup été travaillé par Bernard Stiegler dans le champ artistique, notamment avec des artistes qui travaillaient sur cette tension spatialisation-temporalisation. Mais plus généralement, c'est l'articulation de l'automatique et de l'idiomatique, ou calculable, incalculable, pré-individuel, transindividuel. Bien sûr, chez Bernard Stiegler, le pré-individuel n'est peut-être pas celui de Simondon, hein, mais le pré-individuel, c'est ce qu'il appelle très souvent dans les écrits récents l'humus, hein, si vous voulez, si je reprends l'analogie avec le jardinage, l'humus ou la nécromasse noétique, hein, c'est toutes ces rétentions tertiaires qui nous permettent de penser, hein, penser avec tous ceux qui ont pensé avant. Donc, il y a toute cette articulation pré-individuelle, transindividuelle. Et alors, je vais insister surtout sur ce dernier paquet de corrélations. Synchronique, diachronique est très important dans les systèmes numériques qui étaient pensés organologiquement par Bernard, notamment parce que nous sommes de plus en plus dans le synchronique et qu'il faut trouver la distance diachronique. Sinon, encore une fois, on se transforme en machine. On est piloté par les algorithmes, hein, pour le dire avec Antoinette Rouvroy. L'articulation entre stéréotypes et traumatypes, ça c'est une dimension qui est très importante parce que chez Stiegler, l'organologie, c'est pour ça que je vous ai mis une petite référence aussi importante, c'est une organologie libidinale, hein, c'est l'organologie de la libido. Là, son article de la Deleuziana 2017 est très éclairant sur ces articulations-là, et notamment entre stéréotypes et traumatypes. Ça, c'est très clair que pour Stiegler, il y a toujours la question où on pourrait dire entre compréhension et surpréhension. Ce que je comprends, c'est ce que je répète, ou ce que je peux calculer quelque part, ou en tout cas, pour lequel je peux opérer une rétention. La surpréhension, ça m'échappe, et c'est une sorte de surprise, mais en même temps, c'est là que se trouve le vrai savoir, la vraie surprise, ou on le dirait en termes artistiques, la vraie improvisation. Bernard faisait souvent l'articulation entre penser et improviser. Pour lui, la vraie pensée était dans l'improvisation. Ou entre hypomnèse et anamnèse, où on trouve aussi cette idée que l'hypomnèse va nous permettre, bien sûr, de mémoriser, de retenir, d'opérer des rétentions d'énormément de savoir. L'anamnèse est toujours le processus, finalement, et le processus de réminiscence. Ou bien dans son analyse freudienne de toute cette question organologique, bien sûr, la liaison entre mort et vie, alors qui n'est pas seulement une liaison entre pulsion de mort et pulsion de vie, ça va bien au-delà, c'est plutôt l'articulation entre entropie et négantropie, finalement. Le principe d'entropie étant à la base de ce qui va vers, évidemment, le chaos, la destruction, l'indifférenciation, la mort. Le principe de négantropie étant plutôt le principe concurrent, si je puis dire, de l'organisation et de la résistance à la mort. Et puis, bien sûr, cette organologie, elle va vers des choses que je n'aborderai pas aujourd'hui, mais qui sont les questions de connaissance et de savoir. La connaissance étant là encore quelque chose qui peut assez largement se calculer, alors que le savoir, pour lui, n'est pas calculable, hein, c'est plutôt la pratique de la connaissance, finalement, le savoir. Ou la différence entre emploi et travail. Alors, c'est tout un pan de sa pensée politique où il y a cette intermittence indispensable entre l'emploi et le travail. Chez Stiegler, le travail, c'est la scolée, c'est l'osium, hein, c'est le contraire du négocium, de l'emploi, du labor, donc le labor contre le work, si vous voulez. Et on pourrait prolonger jusqu'à une forme de spiritualité. Pour moi, je dis souvent spiritualité parce que c'est ce qui m'intéresse chez Stiegler. Il n'employait jamais ce mot-là. Il faisait très référence à Bergson, en tout cas, dans l'articulation entre mécanique et mystique, ou chez Canguilhem, entre machine et organisme. Mais ça peut aller aussi jusque-là. Alors, toutes ces notions sont très bien décrites dans le vocabulaire ars industrialis qui avait été fait par Victor Petit. D'ailleurs,
À l'époque, je pense qu'il était à l'UTC, et par Anna Lombert sur le glossaire Internation. Anna Lombert qui interviendra demain, je crois, et qui, bien sûr, a beaucoup travaillé sur ces notions. Alors, pour finir sur quelques objets, donc l'idiotexte qui est à la base de cette grammatisation que j'ai décrite, Bernard le symbolisait très souvent par cette spirale ou cet ensemble de spirales convergentes, donc finalement des individuations psychiques qui rencontrent, qui forment une individuation collective. Mais l'idiotexte, c'est une mémoire émue par sa textualité, comme il l'écrit dans ce texte que je pense Franck Cormery utilisera demain. Ému par son prétexte aussi, le prétexte qui est une sorte de pré-individuel aussi, et dans une différence qui est productrice d'une localité. La question de la localité, et localité au sens politique, mais aussi au sens épistémologique, est très importante dans l'organologie de Stigler. Alors, ces éléments de grammatisation, pour aller vite, je vous en présente maintenant quelques images. L'exposition Mémoire du futur, 1987, c'est vraiment, pour Bernard, c'est pouvoir montrer ces mémoires, ces hypomnèses à l'œuvre. Donc ça, c'est au centre Pompidou en 1987. Au cours de sa thèse, et donc ensuite dans le groupe sur le poste de lecture assisté par ordinateur, avec les premiers éléments d'organologie appliqués au texte. Donc ce sont des éléments d'annotation principalement, la production d'unités de sens. Des technologies de l'esprit, ce que je pense Mathieu Triclot et Anna Lombert évoqueront, et Alain Giffard. Parce qu'Alain Giffard était dans ce groupe poste de lecture assisté par ordinateur, il en parlera sûrement demain. Mais bien sûr, son passage à l'INA sur tous les outils de grammatisation de l'audiovisuel a influencé tout ce qu'on a pu faire ensemble à l'IRCAM, donc en matière de grammatisation de la musique, à la fois par la détermination d'unités de sens. Vous voyez, ce sont ces petits cercles ou carrés qui permettent de repérer des structures, mais surtout de les commenter et d'apporter finalement un métatexte, un complément indispensable à la production de savoir musicologique, là en l'occurrence, sur ces outils. C'est ce qui a permis de développer Ligne de temps, donc dans le champ du cinéma, avec le même principe de gestion de métadonnées, avec une sorte de spatialisation du temps dans des unités sémiotiques temporelles, on pourrait les appeler ainsi, qui sont des sortes de rétention, des segments, les plans, les séquences, qui vont pouvoir donner lieu à toute une grammatisation, au sens où il y a toute une indexation qui est faite à la suite de cette segmentation, de cette détermination d'unité de sens qui produit des regards signés. C'est finalement la manière dont certains artistes ou certains critiques de cinéma se sont emparés de cet outil pour présenter des objets. Alors, sur la catégorisation, j'en ai parlé un peu avec Aristote, mais en gros, c'est une critique des réseaux sociaux tout automatisés, à la Facebook, qu'on hérite de Jacob Lévy-Moreno et de la sociométrie. Donc ça, c'est tout le travail qui a été fait sur la catégorisation et sur les groupes aussi, parce qu'un groupe de savoir se constitue à partir de ces catégories, et il peut se forger ses propres catégories. Donc ça, c'est les catégories les plus méta, si je puis dire, ce qu'on a appelé des méta-catégories. La compréhension, le trouble, la surpréhension, les commentaires et les mots-clés. Ça, c'est la base de la machinerie de travail que Bernard mettait en place à chaque fois qu'il abordait un chantier de production de savoir. À côté de ces métacatégories, bien sûr, beaucoup de catégories sectorielles spécifiques au thème étaient développées, étaient mises en œuvre, de manière à ce que ces métacatégories puissent indiquer aussi des chemins de rencontre, des possibilités de discussion. Ici, vous voyez une convergence de métacatégories rouges qui pouvait donner lieu à des travaux. Alors, il a utilisé ça pendant son cours à l'UTC, il a utilisé ça pendant ses cours, bien sûr, et ses séminaires Pharmacon, également sur le texte, avec le même principe de tag, de catégorie, pour, encore une fois, favoriser des processus de transindividuation ou des processus de production de savoir. Ici, c'est un exemple de glossaire contributif,
produit par l'annotation. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va annoter une page web, ça va automatiquement produire une définition pour une notion. Et à partir de cette notion, peuvent se développer soit des définitions concurrentes, soit des discussions, soit des exemples d'annotation dans le corpus. Voilà, et ceci peut se faire soit en temps réel, par exemple avec un système de tweet, comme le système Polymit Tweet, de manière, encore une fois, que la grammatisation puisse permettre d'accéder à une organologie de recherche ou de production de savoir ultérieur. Ça peut même aller jusqu'à des interfaces où la grammatisation est gestuelle. Ici, c'est une interface d'annotation gestuelle où les annotations sont produites par des gestes tactiles ou sur une Kinect par détection de caméra. Alors, je termine avec les dernières organologies sur lesquelles on est travaillé avec Bernard, très liées à la ville, à la question de la ville, et notamment ce qu'on appelle le Building Information Modeling. Donc, c'est vraiment un stade très avancé de la grammatisation, où le Building Information Modeling n'est plus seulement un mode de représentation, c'est une vraie révolution pour les architectes, parce que c'est plutôt une conception orientée objet, mais c'est surtout une méthode de gouvernementalité, puisque ce sont des outils qui vont s'imposer dans le pilotage de la ville. Alors, l'idée qui avait été impulsée par Bernard et que nous développons actuellement à l'IRI, c'est de travailler sur un jeu vidéo. Donc, ce n'est plus ligne de temps et la vidéo, là, c'est un jeu vidéo, mais les principes sont les mêmes, c'est-à-dire ajouter dans le jeu vidéo Minecraft, enfin, c'est MindTest, la version libre, des outils d'annotation, de catégorisation et de délibération qui vont s'étager en fait dans le jeu, se rajouter comme des couches, de manière à aussi avoir un regard critique sur le jeu vidéo. C'est là tout le travail de la clinique contributive en Seine-Saint-Denis, sur le système dopaminique produit par ces appareils, par ces jeux vidéo. Mais voilà, l'idée est d'aller contre aussi cette tendance anthropique et toxique avec des outils de délibération, comme ici le système e-Planet qu'on utilise en complément de la modélisation urbaine dans le jeu vidéo, ou des outils de veille technologique. Alors ça, c'est des anciens de l'UTC, vous les connaissez sûrement, Esprit collaboratif, donc Damien Tremblay, Julien Prat. C'est des outils qui utilisent beaucoup le système de tagging et de métacatégorisation que Bernard avait beaucoup développé dans ses cours pour un outil de veille technologique. Voilà, donc c'est quelques exemples d'objets que je voulais présenter pour la discussion.